Il lui a offert l'ultime mélodie, celle qui a accompagné le crépuscule de son existence. En retour, elle lui a ouvert les portes d'une carrière qui a déterminé tout son avenir. Pourtant, il faut savoir que, non, je ne regrette rien, cet hymne absolu qu'Édith Piaf a propulsé au rang de légende n'était à l'origine absolument pas conçu pour elle. Durant plus de 60 longues années, Charles Dumont a gardé le silence cultivant la discrétion. Il est resté le gardien loyal de son image, de son mythe sacré et de sa mémoire. Mais au soir de sa vie, il a finalement brisé ce mutisme pour rétablir la vérité. Ce qu'il a dévoilé n'avait rien de cruel, c'était simplement une pièce manquante du puzzle. Et croyez-moi, une fois que vous aurez découvert ce secret, cette chanson ne résonnera plus jamais de la même façon à vos oreilles. Imaginez deux destinées évoluant sur des trajectoires qui ne devaient jamais se croiser. Charles Dumont était un artisan de la musique, compositeur, pianiste et chanteur dont le parcours a débuté par une persévérance de l'ombre bien loin des projecteurs aveuglants de la gloire immédiate. Natif de Cahors, une cité du sud de la France, Dumont a passé sa jeunesse immergé dans la rigueur d'une formation classique, tout en ressentant une attraction magnétique et émotionnelle pour la puissance narrative de la grande chanson populaire française. Une fois installé dans la capitale parisienne, il s'est mis à composer pour d'autres interprètes afin de survivre, travaillant souvent dans l'anonymat ou dissimulé derrière des pseudonymes obscurs. Il parvenait à vendre ses mélodies à des vedettes comme Luis Mariano ou Dalida, bien que son propre nom ne figurât que très rarement, voire jamais, sur les pochettes de disques. C'est au cours des années 50 que Dumont a forgé une alliance créative cruciale avec le parolier Michel Vauquer. Ensemble, ce duo a sculpté des dizaines de chansons d'une richesse émotionnelle rare et réfléchie, mais elles finissaient souvent entre les mains d'artistes de second rang. En dépit de leur virtuosité technique et de la densité de leurs textes, le triomphe commercial continuait de leur échapper obstinément. Le style de Dumont, empreint de lyrisme, de théâtralité et d'une émotivité brute, jurait avec la mode de l'époque qui privilégiait la décontraction, les rythmes jazzy ou les influences rock qui commençaient à déferler sur la scène française d'après-guerre. Il n'incarnait ni la rébellion ni le second degré. Ses partitions racontaient le désir ardent, la perte déchirante et la quête de rédemption. De telles œuvres réclamaient une voix d'une gravité exceptionnelle et bien peu d'artistes de cette période avaient les épaules assez larges pour relever ce défi. Même si le grand public ignorait l'existence de Dumont, le milieu professionnel respectait de plus en plus sa maîtrise magistrale de l'orchestration et du rythme dramatique. On jugeait sa musique trop grandiose pour l'intimité des cabarets et trop complexe pour la simplicité de la pop. C'était un forçat de travail remaniant ses arrangements tard dans la nuit, refusant de trahir ses instincts créatifs. Je ne cherchais pas à faire des tubes, Confiera-t-il plus tard, je composais des confessions intimes. Vers la fin de la décennie 50, Dumont avait constitué un répertoire sérieux, bien que totalement méconnu des foules. Il était un artisan respecté pour sa discipline et sa profondeur, mais faute d'une voix assez puissante pour porter ses notes ou d'une scène à sa mesure, son œuvre restait invisible aux yeux du monde. Il était, pour reprendre ses propres termes, dans l'attente de la voix, celle capable de ne pas se faire écraser par le poids écrasant de mes mélodies. Il ne le savait pas encore, mais cette voix vibrait déjà quelque part et elle cherchait elle aussi une forme de salut. De son côté, Édith Piaf régnait déjà en tant que chanteuse la plus emblématique de l'Hexagone, mais son corps l'a lâchée et son existence partait en lambeaux. Celle que l'on surnommait la môme Piaf, née Edith Giovanna Gassion en 1915 à Paris, portait les stigmates d'une enfance cauchemardesque. Délaissée par sa mère, élevée dans un lupanar par sa grand-mère et frappée de cécité temporaire durant ses jeunes années, Piaf a grandi dans un climat de survie permanente, de traumatisme et d'instabilité chronique. Sa voix brute non polie a jailli du pavé, là où elle chantait pour quelques sous avant d'être repérée par le directeur de cabaret Louis Leplay en 1935. L'ascension de Piaf vers les sommets fut foudroyante mais carburait à la douleur pure. Ses titres phares comme La vie en rose, Milord, L'accordéoniste ou L'hymne à l'amour étaient autobiographiques dans l'âme sinon dans la précision des faits. Elle chantait le vide de la perte, l'extase de la passion et la violence du chagrin. Elle a traversé l'occupation allemande, affronté des accusations de collaboration et survécu à des tragédies intimes dévastatrices dont la perte de sa fillette de 2 ans et le crash aérien fatal de son grand amour le boxeur Marcel Cerdan. Dès 1949, chaque traumatisme venait sculpter son répertoire.
Chaque amant se transformait en chanson, chaque blessure devenait un aria tragique. Sa carrière fut une oscillation permanente entre les extrêmes, une gloire planétaire et des maladies chroniques, des ovations debout et une addiction sévère à la morphine, des salles combles et des effondrements aux portes de la mort. L'enveloppe charnelle de Piaf devenait de plus en plus friable. Ravagée par de multiples accidents de voiture, des interventions chirurgicales à répétition et une dépendance aux médicaments. Pourtant, sa volonté farouche de chanter restait inébranlable. Cependant, à l'aube des années 60, les critiques commençaient à douter ouvertement de sa capacité à tenir une scène. Sa voix demeurait une icône, mais son corps la trahissait visiblement. Ses concerts devenaient plus courts. Ses problèmes de santé faisaient les gros titres d'une presse à scandale affamée. Beaucoup de mauvaises langues murmuraient déjà que l'astre s'éteignait, se demandant si sa carrière ne touchait pas irrémédiablement à sa fin. Mais c'était mal connaître la môme qui restait d'une défiance absolue face à l'adversité. Pour elle, l'équation était d'une simplicité vitale, chanter c'est exister. Elle avait coutume de dire que le jour où elle s'arrêterait, ce serait pour mourir. Durant ces années crépusculaires, elle était en quête perpétuelle, peut-être même inconsciemment, de paroles assez puissantes pour soutenir son art et redéfinir sa légende pour la postérité. Son cercle habituel s'était délité. Ses fidèles compagnons de route avaient soit disparu, soit perdu ses faveurs, ou s'étaient révélés incapables de comprendre l'évolution de son tourment intérieur. Il lui fallait impérativement du sang neuf, des mélodies inédites et, plus que tout, une raison impérieuse de remonter sur les planches pour faire vibrer sa voix une fois de plus. C'est précisément à cette intersection dramatique entre le déclin physique et la résurrection artistique, entre l'oubli et l'éternité, que les destins de Charles Dumont et d'Édith Piaf allaient se percuter violemment. Absolument personne, et surtout pas les principaux intéressés, ne pouvait anticiper l'onde de choc qui allait suivre cette rencontre improbable, et leurs existences en seraient bouleversées à jamais par cette mélodie qui, ironie du sort, a failli ne jamais parvenir jusqu'aux oreilles de la chanteuse. Ce fut l'instant décisif, la percée fulgurante qui allait consacrer la carrière de Charles Dumont et offrir à Piaf l'hymne glorieux de sa fin de vie. Tout s'est joué au cours d'un unique après-midi lourd d'électricité statique, en octobre 1960, dans l'intimité feutrée de l'appartement de Piaf, situé boulevard Lannes à Paris. À ce moment précis de son existence, la môme était au plus mal rongée par la maladie et plongée dans un tourbillon de tourments personnels incessants. Plus tôt cette année-là, son corps l'avait trahie sur scène, terrassée par une pancréatite aiguë. Elle livrait un combat quotidien contre des douleurs chroniques, l'emprise des médicaments et une lassitude morale écrasante. Son humeur était devenue exécrable, la rendant de plus en plus inaccessible et drastiquement sélective concernant ses visiteurs, fermant sa porte à la plupart des auteurs-compositeurs. Le duo formé par Dumont et le parolier Michel Vauquer s'était déjà cassé les dents à maintes reprises en tentant de proposer leur création à la diva sans le moindre succès. Par 3 fois déjà, Piaf avait opposé un refus catégorique, ne daignant même pas accorder une audience à ce jeune compositeur obstiné. Elle ne se privait pas de le dénigrer, le traitant selon les rumeurs de petit amateur du Sud, et tournant en dérision la qualité de ses compositions qu'elle jugeait indignes d'elle. Pourtant, il fallut toute l'audace et la complicité de sa gouvernante Danielle pour forcer le destin. Une 4e entrevue fut organisée en secret sans que la star n'ait donné son aval. Lorsque Dumont et Vauquer se présentèrent finalement en ce jour d'octobre 1960, la réaction de Piaf fut glaciale pour ne pas dire furieuse. Elle leur infligea une attente interminable de plus d'1 heure dans le salon avant de faire son entrée, affichant une hostilité non dissimulée. D'après les souvenirs de Dumont lui-même et les écrits du biographe Jean Nolly, elle les agressa verbalement dès les premiers instants d'un ton sec et méprisant. « Comme vous pouvez le constater, je suis à bout de force. Je n'écouterai qu'une seule chanson. Une seule. Alors faites vite !» leur lança-t-elle sans ménagement. S'installant au piano le cœur battant, Charles Dumont entama les premières notes d'un morceau qu'il avait coécrit avec Vauquer 4 ans plus tôt, en 1956. La version originale, baptisée à l'époque « Non, je ne trouverai rien », avait été pensée pour la chanteuse Rosalie Dubois, mais elle était restée dans les cartons, jamais enregistrée ni diffusée. Sentant l'enjeu, Dumont avait retravaillé la partition et redirigé la charge émotionnelle, persuadé que le message pouvait entrer en résonance parfaite avec l'âme tourmentée de Piaf. C'est ainsi qu'il la rebaptisa avec ce titre désormais mythique « Non, je ne regrette rien ».
Il avait également apporté des modifications subtiles à la structure musicale pour exalter les crescendos dramatiques et mettre en valeur la puissance vocale unique de l'artiste. Durant toute la première interprétation, Piaf resta murée dans un silence impénétrable, ne laissant rien paraître de ses sentiments. Après un silence pesant qui sembla durer une éternité, elle brisa la glace en ordonnant simplement « Chantez-la encore ». Alors qu'il n'était qu'à la moitié de la seconde reprise, elle l'interrompit brusquement pour s'exclamer avec ferveur « Formidable, c'est elle, c'est la chanson que j'attendais depuis toujours ». Sans perdre une seconde, elle exigea l'exclusivité des droits pour inaugurer cette œuvre magistrale lors de son grand retour prévu à l'Olympia de Paris. L'enregistrement historique eut lieu le 10 novembre 1960 dans les célèbres studios Pathé Marconi. L'arrangement orchestral ample et majestueux portait sa voix sans jamais l'étouffer, sublimant cette composition à la fois minimaliste et chargée d'une émotion brute. Dès sa sortie dans les bacs peu de temps après, le titre connut un triomphe foudroyant et immédiat. L'onde de choc se propagea non seulement en France, mais à travers l'intégralité du monde francophone. Elle domina les classements français durant de longues semaines consécutives et s'empara de la première place en Belgique, aux Pays-Bas ainsi qu'au Canada. Le titre acquit rapidement une renommée internationale, s'imposant comme l'un des ultimes et plus grands succès commerciaux de la carrière de la môme. La chanson trouva une résonance particulière auprès des militaires, étant adoptée spontanément par la Légion étrangère française durant les heures sombres de la fin de la guerre d'Algérie. Elle devint notamment l'hymne officieux du 1er régiment étranger de parachutistes. Piaf elle-même adouba cette filiation en dédiant le morceau à la Légion lors de certains récitals, renforçant sa symbolique de défi et de résilience face au destin. Pour Charles Dumont, le raz de marée de « Non, je ne regrette rien » marqua un tournant irréversible dans sa vie d'artiste. Sa réputation fut établie du jour au lendemain, lui ouvrant grand les portes des scènes internationales qui lui étaient jusqu'alors fermées. Ce succès initial donna naissance à plus de 30 collaborations supplémentaires avec la chanteuse jusqu'à sa disparition tragique en 1963, scellant leur lien artistique indéfectible. Dans le sillage de cette présentation triomphale en octobre 1960, une nouvelle ère s'ouvrit pour eux. Charles Dumont et Édith Piaf s'engagèrent alors dans une période de fusion créative d'une intensité rare. Une collaboration extraordinairement féconde qui perdura de la fin de l'année 1960 jusqu'au dernier soupir de Piaf en octobre 1963. Charles Dumont a composé une collection impressionnante de plus de 30 titres pour la môme, un corpus qui est devenu la colonne vertébrale du tout dernier chapitre de sa carrière artistique. Au sein de ce répertoire mémorable, on retrouve des monuments sacrés comme Mon Dieu, les flonflons du bal, ou encore Les Amants, sans oublier la mélancolie de Qu'il était triste cet Anglais polichinelle et le très touchant Mon vieux Lucien. Les partitions que le maestro a imaginées durant cette époque charnière se caractérisaient par une densité émotionnelle rare, paradoxalement mariée à une grande pudeur dans l'écriture. Chaque mesure semblait avoir été taillée sur mesure, pensée spécifiquement pour laisser un espace infini à la puissance vocale dévastatrice de l'interprète. Il n'était pas rare que ces œuvres conjuguent des lignes mélodiques d'une pureté limpide avec des fondations harmoniques beaucoup plus dépouillées et austères. Cette architecture sonore offrait à Piaf un terrain de jeu idéal pour explorer des abîmes existentiels allant de l'inéluctabilité de la mort au tourment de l'amour, en passant par la foi et le désespoir noir. Ces créations tardives affichaient une couleur nettement plus sombre et une introspection plus marquée que la majorité de ses succès d'antan, marquant une rupture de ton. L'alchimie professionnelle entre le musicien et la chanteuse fonctionnait avec une mécanique de précision absolument redoutable. Le processus était souvent immuable. Dumont proposait la musique et le parolier Michel Vauquer venait y greffer des mots qui épousaient à la perfection la sensibilité dramatique de la star. C'était cependant toujours elle qui gardait la mainmise totale sur la direction artistique, contrôlant chaque nuance de l'interprétation finale. Elle n'hésitait pas à imposer sa vision lors des répétitions, exigeant des phrasés bien particuliers ou modifiant les tempos selon son instinct. Loin de se braquer, Dumont s'ajustait avec une rapidité déconcertante à ce niveau d'exigence stratosphérique. Cette flexibilité lui permit de gagner non seulement ses galons de compositeur attitré, mais surtout sa confiance en tant que partenaire de création indéfectible.
Durant une période intense d'environ 18 mois s'étalant de la fin de l'année 1960 jusqu'au cœur de l'année 1962, le duo a travaillé d'arrache-pied quasiment sans interruption. Leurs multiples apparitions publiques et le flux incessant d'articles de presse ont largement nourri la rumeur tenace d'une liaison amoureuse entre eux. Cette croyance populaire s'ancrait en partie dans leur proximité physique constante et dans le passif sentimental tumultueux de la chanteuse, toujours très médiatisée. Face à ces spéculations, Dumont a opté pour le silence, refusant d'aborder le sujet pendant plusieurs décennies. Ce n'est qu'en 2012, à l'occasion d'une entrevue pour le magazine Paris Match, qu'il a finalement accepté de lever le voile sur ce mystère. Il a confessé être tombé amoureux d'elle, décrivant un sentiment violent mais dénué de possession, un amour resté purement platonique malgré son intensité. Il a expliqué avoir laissé dire ceux qui les croyaient amants, entretenant le flou alors que la réalité de leur relation était tout autre. Il a insisté sur le fait que leur lien indéfectible reposait avant tout sur une nécessité vitale réciproque. Piaf cherchait désespérément quelqu'un qui puisse saisir sa fragilité autant que son feu sacré, tandis que Dumont avait besoin d'une voix capable de donner corps et âme à ses mélodies. La dynamique relationnelle qui les unissait s'avérait d'une complexité fascinante. Alors que Piaf était célèbre pour son caractère volcanique, ses humeurs changeantes et ses répétitions harassantes, Dumont incarnait à l'inverse la discrétion, la méticulosité et le calme. Bien plus tard, il reviendra souvent sur cette faculté qu'avait Piaf de consumer littéralement l'énergie émotionnelle de ceux qui gravitaient autour d'elle. Selon ses propres termes, si elle avait tendance à utiliser les gens, il fut l'une des rares exceptions à ne jamais se sentir instrumentalisée par elle. Ce qu'elle exploitait, c'était la musique. C'était là, sur ce terrain sacré, que se jouait leur véritable partage. Leur ultime collaboration intitulée « Je m'en remets à toi » et écrite en 1963 sur un texte de Jacques Brel, ne connut hélas jamais la postérité d'un enregistrement. Le destin frappa le 10 octobre 1963, Piaf s'éteignant avant d'avoir pu retourner en studio pour immortaliser ce titre. Dumont racontera par la suite qu'il ne pouvait plus jouer cette partition sans entendre la voix de la disparue résonner dans sa tête. Pendant des décennies, le monde entier aperçut « Non, je ne regrette rien » comme l'hymne autobiographique absolu de Piaf, un cri de guerre face à ses douleurs passées. L'imaginaire collectif supposait logiquement que cette œuvre majeure avait été ciselée spécialement pour elle. Pourtant, au crépuscule de sa vie, lors de divers entretiens, le compositeur a commencé à raconter une toute autre histoire. Dans une interview de 2018, il a lâché que la chanson était initialement pour lui née de son propre désespoir et d'une volonté de tout effacer. C'était sa manière à lui de faire table rase du passé et de repartir de zéro. Il détailla comment les paroles ébauchées par Vauquer sous le titre « Non, je ne trouverai rien » furent remodelées et chargées d'une émotion qui venait de ses propres tripes et non de celle de Piaf. Charles Dumont n'a jamais eu le cœur d'avouer à la chanteuse que ce chef-d'œuvre n'avait pas été écrit à son intention. Elle s'était approprié le titre convaincue qu'il était le sien et il avait choisi de ne jamais briser cette illusion. Peut-être avait-il besoin lui-même qu'elle y croie. Une note audio retrouvée peu avant sa mort contenait d'ailleurs une confession poignante à ce sujet. Il y exprimait un regret, peut-être le seul, celui de ne jamais lui avoir dit que ces mots racontaient en réalité sa propre histoire à lui. Malgré ce secret bien gardé, Dumont a toujours reconnu que c'était Piaf qui avait sublimé la chanson et par extension sa propre carrière. C'est elle qui a donné la force, c'est elle qui a offert des ailes à la mélodie. Sans son génie, il admettait qu'il serait resté dans l'ombre. Sans la rencontre avec Piaf, l'oubli l'aurait guetté. Mais qu'en est-il de la vie après le départ de l'icône? La mort d'Édith Piaf, survenue ce fameux 10 octobre 1963, a marqué une rupture sismique dans l'existence de Charles Dumont, tant sur le plan professionnel que personnel. Ce vide fut d'autant plus vertigineux que l'intensité de leur collaboration durant les 3 années précédentes avait été totale. Cette collaboration n'a pas simplement sculpté l'identité publique de Dumont en tant que compositeur. Elle a littéralement redessiné la carte de son destin artistique. Bien des années après, au détour de confidences médiatiques, le musicien a admis l'immense vertige et le silence assourdissant que la disparition de la môme avait laissé dans son existence. Il m'a été impossible d'aligner une note pendant une année entière, révélait-il, décrivant un état de paralysie où son inspiration semblait s'être éteinte en même temps que la voix de son interprète fétiche.
C'est au cœur de cette longue traversée du désert faite de deuil et d'introspection que l'artiste a timidement retrouvé le chemin du piano, amorçant une métamorphose évidente de son style. Il lui a fallu opérer un virage radical délaissant les orchestrations dramatiques et passionnées conçues pour la puissance vocale unique d'Édith Piaf, pour s'aventurer vers des horizons musicaux inexplorés, multipliant les partenariats éclectiques et explorant des formats qu'il n'avait jamais osé toucher auparavant. Parmi les trésors posthumes de cette époque, on retient surtout « Je m'en remets à toi », une œuvre poignante née de textes signés par le grand Jacques Brel, que la maladie a empêché Piaf d'immortaliser en studio. C'est donc avec le grand Jacques que Dumont a retravaillé cette partition orpheline après le décès de la chanteuse, laissant à l'œuvre un goût d'inachevé qui symbolise parfaitement la rupture brutale de ce trio artistique. Alors que la fin des années 60 se profilait à l'horizon, apportant son lot de changements culturels, le compositeur a trouvé refuge dans l'ombre des studios, mettant son talent au service de l'image pour le grand et le petit écran. Son nom figure notamment au générique de la série culte Michel Vaillant, où il a su capturer l'adrénaline des circuits pour cette adaptation télévisée des aventures du célèbre pilote de bande dessinée. Cette période fut prolifique, marquée par la composition de la bande originale de Trafic de Jacques Tati, prouvant au monde que sa palette musicale s'étendait bien au-delà de la chanson à texte. Même s'il parlait parfois de ses commandes avec modestie, les qualifiant de labeur alimentaire, elles ont constitué une bouée de sauvetage essentielle lui permettant de survivre artistiquement tout en apprenant à exister sans sa muse. Ce n'est qu'à l'aube des années 70, dans une France en pleine mutation, que Charles Dumont a osé entreprendre sa plus grande révolution personnelle. Sous l'impulsion décisive de Sophie Macno, parolière de talent et ancienne bras droit de Barbara, il a franchi le pas. Elle l'aurait secoué en lui lançant « Tu vis par procuration, tu marches à côté de tes propres chaussures. Il est temps que tu cesses de te cacher derrière les voix des autres. » Le fruit de leur première alliance. Ta cigarette après l'amour a provoqué une onde de choc immédiate. Jugée trop suggestive, voire scandaleuse pour l'époque, la chanson a d'abord été bannie des ondes, victime d'une censure frileuse face à ce titre évocateur, et la libération des mœurs post-mai 68 a fini par l'imposer comme un standard scellant, ainsi la transformation spectaculaire du compositeur de l'ombre en chanteur de lumière. Durant les 2 décennies qui ont suivi, Dumont a construit une discographie solo solide, livrant ses albums avec la régularité d'un artisan passionné. On y trouve des perles comme Les Amours Impossibles ou Une chanson et une femme, cet opus lui ayant d'ailleurs permis de décrocher la reconnaissance de ses pairs avec le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Ces productions ont révélé au public une voix de crooner, un baryton chaud et profond, idéal pour porter des textes célébrant l'intimité et les sentiments complexes, ce qui lui a valu d'être souvent cité aux côtés de monstres sacrés de la chanson à texte tels que Serge Reggiani ou le poète Léo Ferré. Pourtant, malgré cette réussite individuelle indéniable, jamais Dumont n'a cherché à couper le cordon ombilical qui le reliait à la légende d'Édith Piaf. À l'opposé du déni, il s'est érigé en gardien du temple, répétant avec une humilité touchante dans chaque entretien « Je ne serai rien sans elle, je lui dois absolument tout ». On le voyait partout où la mémoire de la môme était célébrée, participant inlassablement aux documentaires et aux hommages pour maintenir la flamme vivante. Lorsqu'il a publié ses mémoires en 2012 intitulées avec un clin d'œil évident « Non, je ne regrette toujours rien », il ne s'agissait pas seulement d'une autobiographie classique. C'était une déclaration d'amour artistique, la validation officielle d'une symbiose rare entre un créateur et son interprète, un lien qui a transcendé la mort. En 2019, sentant peut-être le temps filer, Dumont a dévoilé ce qui allait devenir son ultime révérence scénique. Intitulé « Piaf, la belle histoire d'amour », ce spectacle hybride tenait autant du tour de chant que de la confession théâtrale. Lancé sur la scène mythique du pavillon Baltard, ce projet le voyait tisser le fil de ses souvenirs personnels tout en rejouant les mélodies qui ont scellé leur destin commun. Pour l'occasion, il partageait la lumière avec Victoria Vasalati, une soprano ukrainienne dont la voix puissante ressuscitait les classiques de la môme avec une ferveur nouvelle. Pour Dumont, ce n'était pas un simple regard en arrière, mais un devoir de mémoire. Ce n'est pas de la nostalgie, confiait-il au journaliste du Figaro, c'est une mission sacrée que je dois accomplir.
Charles Dumont a fini par rejoindre sa muse s'éteignant paisiblement dans son sommeil le 18 novembre 2024 après 95 années d'une vie bien remplie emportée par la maladie. Jusqu'à son dernier souffle, il a été entouré par l'amour de Florence, sa compagne de 30 ans, sa cadette, une histoire débutée par un coup de foudre après un récital en Normandie. Celle qui n'était au départ qu'une admiratrice parmi d'autres dans la foule est devenue le pilier de ses vieux jours. Peu avant de partir, Dumont a résumé son existence avec une formule d'une lucidité foudroyante. « Ma mère m'a donné la vie biologique, disait-il, mais c'est Édith Piaf qui m'a véritablement mise au monde. » Cette phrase dépassait la simple gratitude professionnelle. C'était l'aveu ultime d'une renaissance. Finalement, cette confession tardive n'a fait que grandir la légende. Elle a donné une profondeur nouvelle à leur histoire commune. Si le chef-d'œuvre Non, je ne regrette rien a puisé sa source dans le désespoir personnel de Dumont, il est devenu éternel par la voix de Piaf. Il ne lui a jamais avoué l'origine réelle de la chanson, et ce silence fut peut-être sa plus belle preuve d'amour. Et vous, quelle est votre lecture de cette histoire fascinante? Pensez-vous que Piaf aurait interprété ce titre avec la même intensité si elle en avait connu la genèse secrète? Laissez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si ce récit vous a ému, n'oubliez pas de soutenir notre travail en aimant la vidéo, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne rien rater des prochaines explorations des coulisses oubliées de la musique.